I'll never get over how beautiful it is up here. Life's easier in the air. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Festival des bons films. Vous l'aurez remarqué, nous avons changé de décor. Nous en avions parlé à la dernière émission et nous voici cette fois au cinéma Les Fauvettes qui reçoit notre modeste web émission. Évidemment, n'hésitez pas à réagir sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché, mais également sur YouTube, Mixcloud, Facebook, Twitter et Sens Critique. Pour cette nouvelle émission, nous aurons Julien. Salut. Qui nous accompagnera. Donc tu écris à la fois pour Cinématiseur et Screenmania. Nous aurons Sylvain également. Bonjour. Tu viens donc de Ciné Bloggywood et aussi de la revue Noto. Nous avons Philippe, très bien, oui. Cofondateur du Daily Mars. Voilà. Tu écris aussi pour le Point Pop et tu es aussi demi-dieu, je crois, ou Dieu. Oui, Dieu voilà. suprême. Non, Dieu suprême. Dieu suprême. Voilà, Merci. exactement. Dieu suprême du cinéma. Tu peux poursuivre. Merci. C'est bien. Et merci Dieu suprême. Et nous avons donc Marc, mon comparse de toujours, Bonjour. qui écrit à la fois sur Filmosphère, Screenmania et les carnets de découverte du lieutenant Schaeffer. Absolument. Et moi-même, vous pouvez me retrouver sur CloneWeb, Filmosphère et Screenmania. Donc, au programme de cette émission, donc notre sélection cette mois-ci nous fera prendre de l'altitude avec le tout dernier Clint Eastwood, Sully, qui sort le 30 novembre 2016. Ensuite, nous aurons notre traditionnel donc débat du jury qui débattra donc autour de tout ce qui traverse le cinéma du grand Clint. Ensuite, nous aurons pour conclure notre rubrique hors compétition qui parlera des coups de cœur de nos différents invités. Mais tout d'abord, envolons-nous dès à présent avec Tom Hanks et Clint Eastwood aux commandes de Sully, sorti le 30 novembre 2016. Cactus 1549, runway 4, clear for takeoff. Sully. Sully, we're too low. Sully. Sully, where are you? Après le succès d'American Sniper, Clint Eastwood remplit cette année avec un nouveau biopic, cette fois-ci consacré au capitaine Chelsea Sullenberger alias Sully, qui avait sauvé la vie de 155 personnes en amérissant son Airbus en plein milieu de l'Hudson à New York. Et ça, Marc, on pouvait pas passer à côté, mais ce n'est pas que cet amérissage forcé dont le film parle. Non, justement. Alors, Sully poursuit une saga de réflexion sur le héros américain qu'a entamé Clint Eastwood il y a un bout de temps maintenant, qu'il a précisé surtout avec des films sur des héros entre guillemets réels, donc inspirés de faits divers ou du moins de l'histoire. Ça peut être Jaeger ou American Sniper justement. Et Sully, c'est un film, donc moi j'aime beaucoup Clint Eastwood, c'est un film que globalement j'ai beaucoup aimé. Et qui est un petit peu particulier parce qu'il ne retrace pas justement, comme tu disais, que le miracle de l'Hudson, comme il l'appelle, mais aussi tout ce qui est un petit peu autour, toutes les coulisses de cette aventure malheureuse qui est une sorte, par un procès, une investigation que mène la sécurité aérienne américaine vis-à-vis des compagnies, pour les compagnies d'assurance, puisque c'était un avion Airbus, et histoire de savoir pourquoi, comment le capitaine Sully et son copilote qui est interprété par Aaron Eckhart, pourquoi ont-ils fait amérir dans l'Hudson un Airbus alors que vraisemblablement les simulations qui ont été effectuées par des machines prouvent, ou du moins tendent à démontrer, qu'il aurait pu rejoindre un des deux aéroports de New York, LaGuardia ou Newark. Et en l'occurrence, voilà, c'est toute cette lutte de Sully et de son copilote contre un système un peu inhumain, puisqu'en l'occurrence ça a été fait par des machines, la commission est menée par des, je dirais pas des stéréotypes de la bureaucratie, mais un peu quand même, des gens qui ne sont pas pilotes, qui n'ont pas l'expérience du pilotage, etc. Et donc Sully mène ce combat pour essayer de prouver qu'il a pris la bonne décision en son âme et conscience. Et du coup, autour de ça, Clint Eastwood tisse un film très humain, un film sur la communauté américaine et un film voilà sur le facteur, l'importance de cet esprit purement humain qui dresse pour Eastwood l'importance de la communauté américaine. D'accord. Toi, Philippe, tu as aimé Sully ? Oui, ça a été une bonne surprise. Bon, le film est moins, comment dire, est un impact moins violent qu'American Sniper, qui était vraiment un coup dans la gueule complètement sidérant. Mais je trouve quand même que à l'âge qu'a Eastwood, c'est absolument incroyable de voir qu'il est encore capable
de concevoir et de mettre en scène et de découper des scènes comme celles que l'on voit lorsque l'avion a son accident. On peut dire qu'il a 86 ans quand même, le bonhomme. Oui, enfin voilà, tu vois, j'avais plus son âge en tête précisément, mais en effet, voilà, il a largement passé les 80 ans. Et moi, voilà, pendant toute cette partie du film, j'étais là en train de me dire, y compris pendant la première scène qui ouvre le film, qui est bon, je sais pas, je devrais peut-être pas le dire pour pas spoiler les gens qui l'ont pas vu, mais bref, il y a une première scène dans le film qui est extrêmement choc, et on se dit, la vache, voilà, Eastwood a encore les tripes de commencer avec un truc comme ça. Je trouve que globalement le film est très très bien tenu. Je dirais que le seul reproche que j'ai à lui faire, il est assez superficiel. C'est juste que je trouve que le rythme pâtit de la façon dont Eastwood construit sa dernière partie, la partie procédurière, avec un moment, une succession de simulations justement qui, je trouve, sont un peu plan-plan et plombent vraiment le rythme du film, et qui fait que, hélas, on décolle pas, sans mauvais jeu de mots, à des altitudes auxquelles vraiment le film avait de quoi prétendre. Toi, Julien, ton avis Moi, je rejoins un peu les avis déjà exprimés. C'est vraiment un film miroir de American Sniper, dans le sens où c'est une interrogation sur l'héroïsme américain après le 11 septembre. C'est un film qui ne parle que du 11 septembre, d'une certaine façon, qui, dès la première séquence, ça te hante renvoie complètement le film, oui, ça, c'est clair. au traumatisme qui a été le 11 septembre, avec des images qui parlent d'elles-mêmes. Enfin, je veux dire, la symbolique du film saute aux yeux. Et avec un personnage qui est moins polémique dans American Sniper, peut-être, mais qui est vraiment un personnage eastwoodien, dans le sens où c'est le personnage qui se bat contre les institutions, qui dit j'ai raison, je le sens dans mes tripes, comme il pouvait l'être par exemple dans l'inspecteur Harry, où c'était le flic qui se battait contre tout ce qui était procédural, les droits des criminels qui passaient avant les droits des victimes. La bureaucratie. Oui, voilà, la bureaucratie, tout ça. Et donc il y a vraiment ce personnage qui dit attendez, mais vous prenez pas en compte le facteur humain. C'est très important, je trouve, ça résume très bien le cinéma de Eastwood. C'est ce facteur humain, c'est dire laisser un peu exprimer l'humanité des personnages, et donc de cette Amérique qui justement est un bel hommage à cette Amérique communautaire qui, quand on voit par exemple les personnages qui font un peu n'importe quoi après l'amérissage, c'est les personnages qui réagissent égoïstement en quelque sorte, qui font des choses un peu bêtes pour leur propre survie, alors que tout ce qui est lié à l'entraide, la communauté, est vachement valorisé dans le film. C'est un des aspects pour lequel je trouve le film intéressant, mais il y en a beaucoup, je trouve. Alors, on a parlé justement de film miroir avec American Sniper. Ce film-là, on en parlera pendant le débat. Mais toi, justement, Sylvain, tu avais adoré American Sniper, mais par contre, Sully, c'est une autre musique. Alors, ce qui est très curieux, c'est que je suis à peu près globalement d'accord avec chacun d'entre vous, mais je trouve que le film est extrêmement décevant par rapport justement à la claque qu'avait constitué American Sniper. Je trouve que le film, là, au départ, sur le papier, l'histoire, on se dit, elle est faite pour Clint Eastwood, mais ce qu'il en fait est extrêmement plat. Il n'y a aucune ambiguïté dans le personnage, par exemple. Il y a une sorte de manichéisme, on voit tout de suite où il veut en venir et où le film aboutit. Et de ce point de vue-là, pour moi, en tout cas, le film est vraiment décevant. Là où je le trouve intéressant, et là où effectivement on se dit qu'à 86 ans, Clint Eastwood en a encore sous le pied, c'est qu'il s'est concentré sur une construction mécanique qui maintient l'attention du spectateur. Donc pour ça, ok. Mais maintenant, moi j'ai été stupéfait par le manichéisme du film. J'ai été stupéfait aussi par ce qu'il donne à voir de la communauté. Vraiment, j'aurais pu sous-titrer ce film « Make America Great Again ». Je trouve que le film s'inscrit pile poil dans l'idéologie actuelle qui a cours aux États-Unis. Là, on retrouve le Clint Eastwood républicain, avec son idéologie, mais dans le plus mauvais sens du terme, et qui m'a vraiment, moi, gêné. Au-delà de ses qualités plastiques et de ses qualités d'écriture qui sont là. Je comprends complètement les remarques que tu fais. À plusieurs moments, je me suis dit qu'en fait, je trouvais le film assez prévisible dans son déroulement, en dehors des scènes tétanisantes qui se passent à bord de l'avion. Mais cela dit, je pense que Eastwood, comme on l'a dit tout à l'heure, donc il a l'âge qu'il a, 86 ans. J'ai l'impression d'un film de fin de vie.
malgré toute sa vigueur, etc., mais d'un film où Eastwood a vraiment envie de se tourner, et je pense que c'est sincère, vers des valeurs extrêmement positives, extrêmement bienveillantes. Alors c'est vrai que c'est aux frontières du lénifiant, mais cela dit, j'ai l'impression vraiment d'un film, comme tu l'as dit aussi, où le 11 septembre hante complètement l'histoire, et où un film où Eastwood a voulu je sais pas, apporter du baume au cœur 15 ans après le 11 septembre, qui est une blessure toujours extrêmement, évidemment, une plaie ouverte aux États-Unis. Et Eastwood a voulu aussi raconter cette histoire-là qui, elle, s'est bien terminée. Contrairement aux avions dans le voilà. Et toute la fin, l'épilogue, où il y a une espèce de communion générale entre en plus t'as les vraies images du vrai Sully et des vrais passagers qui communient ensemble. Bon, j'ai eu l'impression d'un réalisateur qui va plus réaliser beaucoup de films, qui n'en a plus pour très 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 longtemps. J'espère que c'est pas le cas, mais voilà, et que c'est une sorte d'acte de foi dans l'humanité, un acte de foi dans l'homme qui est extrêmement naïf, mais en même temps, voilà, très sincère. Et c'est ce qui sauve un peu le film. Julien, dans une naïveté, mais dans une idéologie où tout est positif, où c'est Make America Great Again, mais pas en se trouvant un ennemi, pas en c'est apaisé. Pas, comment dire, en étant vindicatif, en étant pédant, on est les meilleurs, tout ça. Non, mais c'est juste en montrant ce que l'Amérique peut faire de mieux quand elle reste humble et sans idéologie triomphante, en fait. Ok, mais on est quand même à la limite du cliché. Pour moi, c'est vraiment un film édifiant. Mais souvenez-vous des scènes où on voit les passagers avant qu'ils embarquent. Pendant mais il y a des codes du film catastrophe très 70s. J'ai aimé ça aussi, moi, ça m'a amusé. J'avais plus vu ça depuis 40 ans, tu vois. Donc, mais à côté de ça, je t'aime fiston. Enfin, là, on est moi, j'étais effondré. Alors, en même temps, tu sors d'un accident d'avion où tu as survécu. Tu vois, ça m'a pas paru illogique. Ça m'a paru juste. Marc, d'une part, c'est pas illogique. D'autre part, je pense aussi que ça contribue au portrait que dresse le film de la communauté, parce que pour moi, c'est ça qui est très important. Tout à l'heure, tu vois, tu parlais de Make America Great Again de Donald Trump. Moi, je suis d'accord avec Julien dans le sens que, oui, le film, quelque part, dit Make America Great Again, mais pas dans le sens de Donald Trump, en fait. C'est-à-dire que tout le film célèbre la communauté non exclusive, c'est-à-dire non American Wasp, blanche, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, dans le film, c'est toutes les petites pauses que prend le récit pour mettre en avant quelqu'un ou quelque chose qui va être utile, soit dans le récit, soit pour le personnage de Sully. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien ce chauffeur, le chauffeur de son taxi ou limo, je sais plus, qui lui dit juste merci, soit à un moment les flics qui sont en train de discuter dans leur vestiaire pendant que l'avion est en train de se crasher, puis ensuite qui réalisent que l'avion se crache et qui prennent l'hélicoptère, etc. Plein de petits moments sur l'américain moyen qui est de toutes origines et que Eastwood, je pense, sacralise un peu, parce que c'est ça le plus important pour lui, c'est l'unité qui fait que personne n'est mort. Sylvain ? Je ne veux pas jouer mon Spike Lee, mais on voit pas beaucoup de noirs dans le film. Et les flics qui discutent dans les vestiaires et qui prennent l'hélicoptère. Ok. Puis il y a aussi les pilotes ce soit. Il y a aussi ceux qui conduisent les bateaux. les ferries, moi, je trouve que le côté communautaire reste assez quand même est réduit et beaucoup moins fort ou beaucoup moins symbolique qu'il pouvait l'être dans des films comme Joseph Wells. C'est moins fort. Et puis il y a aussi une autre raison, là je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi un truc qui fait, à mon sens, c'est un petit peu moins fort. C'est que tous ces passages-là que j'ai cités, c'est aussi pour Eastwood une manière de rallonger un récit qui manque un petit peu de matériaux. On sent bien qu'il tire à la ligne. Moi, j'ai eu l'impression d'un film qui tire là, à la ligne pour moi, dans son dernier tiers. Un des deux défauts du film, principaux, on va dire, c'est cette manière de rallonger. Donc tout à l'heure, tu parlais des simulations, par exemple. À un moment, ils montent 2 fois de suite quasiment la même simulation. À ce moment-là. Et en fait, on sent que l'histoire en elle-même est énorme. Elle correspond parfaitement à Eastwood, mais elle manque un petit peu de matériaux. C'est de la faute à personne. C'est l'histoire est comme ça. Le crash a été rapide. Il a duré 208 secondes. Maintenant, il faut faire un film de 1h30 autour d'un événement qui a duré 208 secondes. Et donc, on sent parfois qu'il tisse certaines choses. Alors, comme il le fait pas trop mal, on peut leur trouver un sens, parce que voilà, quand il fait ses apartés sur ses passagers, voilà, moi je trouve que ça a un sens, etc.
parfois peut-être moins, les 2 simulations de suite, bon, ça appuie un petit peu un propos qui est déjà évident. Ça, et puis bon, tant qu'à faire, je veux dire, l'autre défaut que je trouve au film, c'est son montage. C'est pas le montage d'une séquence à l'autre, ce qui, pour moi, c'est La pas structure l'écriture des générale, séquences. tu veux dire? Non, c'est le montage dans les séquences, c'est le montage pur et dur, plan par plan, et pour cause, parce que c'est pas Joel Cox qui a monté son film. C'est Bloomeray. Voilà. Joel Cox, qui est son monteur depuis 30-35 ans maintenant, c'est pas Joel Cox qui a monté ce film-là, et je trouve que ça se ressent vachement. Et il y a pas mal de plans, par exemple, où moi, alors, ce que j'aime beaucoup dans Eastwood, c'est que c'est un cinéaste donc, très classique, qui aime beaucoup s'attarder sur les choses, etc. Mais paradoxalement, il n'y a jamais de temps mort, il n'y a jamais de moment où on se dit, ah, la caméra a trop tourné, il s'est trop posé là, etc. Et je pense que ça a beaucoup été dû au montage de Joel Cox, surtout sur American Sniper. Et là, en l'occurrence, voilà, j'ai manqué un petit peu ça, donc ça, c'est un défaut que j'ai retrouvé dans le film. Julien ? Moi, ce qui me touche dans le film, malgré qu'on peut toujours parler de défauts, de trucs, on préfère un autre film à un autre, mais moi, c'est encore ce qui m'impressionne, c'est l'épure à laquelle arrive Eastwood, qui est maître de son cinéma en toutes circonstances, même dans des films qui n'ont pas eu beaucoup d'intérêt critique ces derniers temps, comme Jersey Boys ou J. Edgar, ou enfin tout cela. Et c'est à quel point tout semble presque trop facile avec. C'est vraiment, il fait partie de ces cinéastes. On se dit, ouais, en fait, c'est trop facile pour lui. Tellement il sait raconter une histoire de façon classique, de façon un peu plus, des fois un peu plus moderne, mais de toujours trouver le ton juste. Cette façon de faire passer des choses qui, chez d'autres cinéastes, ne passeraient pas, comme des personnages peut-être un peu trop unidimensionnels, trop carrés, trop, je sais pas. Et finalement de faire que ça passe. C'est tranquille puisqu'on sert un propos, on sert une narration qui sait où elle va, qui sait où, qu'est-ce qu'elle veut obtenir et qu'est-ce qu'elle veut dire au spectateur. On peut parler aussi de la musique, encore qui une fois qui est tout subtil, qui peut paraître un peu comme du Woody Allen, un peu rabâché, mais contrairement à un Woody Allen, moi je trouve que Clint Eastwood quand même tisse de film en film une filmographie qui est patente, quoi, vraiment, et qui a toujours quelque chose à prendre, alors que le Woody Allen, pour moi, c'est un peu le mec qui radote chaque film et qu'on en fait des caisses, alors que franchement, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Woody Allen, il ne tourne pas en IMAX. Voilà, oui, c'est voilà, vrai, parce qu'il faut dire que c'est un des premiers films que... Vittorio Storaro. Voilà. C'est pas mal. Et le dernier film est vraiment magnifique. Oui. Hein. Non, on on troll, mais j'aime beaucoup Woody Mais à part la photo, voilà. Ah, je suis pas d'accord. Partons sur Woody Allen, on s'en fout d'Eastwood. En tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir donc Sully, donc de Clint Eastwood, qui sort le 30 novembre avec 2016. Un très bon Tom Hanks. Avec un très bon Tom Hanks. Très bon Aaron Eckhart aussi. Et Aaron Eckhart. Qui a un bon rôle de sa carrière. ça fait un peu pléonasme de le dire pour Tom Hanks. Il est toujours impeccable. 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 Allez voir ce remake des Naufragés du 747. Voilà. Oh, le troll. Voilà, bon, allez voir Sully Oh, le au troll. cinéma. Et si vous pouvez le voir en IMAX, c'est encore mieux. Donc Sully de Clint Eastwood, sorti le 30 novembre 2016. We're going to end up in the Hudson. I'm sorry, say again, Cactus? This is the captain. Brace for impact. Pour compléter notre regard sur Sully, nous allons débattre avec notre jury autour donc du personnage même de Clint Eastwood, donc il y a des grands thèmes qui traversent son cinéma, afin de vous proposer un regard le plus exhaustif possible, car bon, il y a beaucoup de préjugés et de fantasmes qui tournent autour de lui, donc on essaiera de faire un peu la part des choses pendant les prochaines minutes. Donc pour commencer à brosser donc ce portrait de Clint Eastwood, nous allons d'abord revenir donc sur son précédent long métrage qui est aussi à la fois son plus gros succès au cinéma. Donc le 18 février 2016 sortait en France American Sniper, donc accompagné donc de toute une polémique autour du film qui transposait donc le parcours militaire de Chris Kyle, donc un sniper des Navy Seals qui fut en fait le plus efficace de l'armée américaine pendant la seconde guerre d'Irak. Donc or la vision de Clint Eastwood du militaire divisa profondément le public. Est-ce qu'on peut résumer un petit peu la polémique, Philippe, qu'il y avait autour du film? Oui, alors juste avant, on me signale dans l'oreillette qu'en fait le film est sorti en février 2015. Et 2015, oui, 2016. oh là là. Oui.
D'accord. On m'annonce également que tu es viré. Ah, voilà. d'accord. Donc, merci, au revoir, c'était un Et- plaisir. Merci Dieu Bonne suprême. journée. Au revoir. Voilà. Non, bien sûr, c'est un petit gag pour des trucs. Voilà. Pour nos amis auditeurs. Oui, qui a un peu d'humour, ne fait jamais de mal. Oui, donc la polémique. Elle a été dans deux directions concernant American Sniper, qui est donc l'adaptation par Eastwood des mémoires du tireur d'élite Chris Kyle, qui était donc ce Navy SEAL américain qui a été traumatisé par le 11 septembre et avant cela, je crois, par l'attentat qui avait frappé Dar es Salaam. voilà, et exactement, Nairobi. 3 ans plus tôt, et qui donc est parti combattre en Irak et qui, en tant que donc sniper, a alors selon les chiffres tué entre 150 et 250. voilà, 160 et 250 alors, je sais pas comment les qualifier, du coup il faut faire toujours attention aux mots qu'on emploie. Personne. Insurgés irakiens, terroristes, Personne considérée comme ennemi de la mer américaine. voilà, bref. Et donc Chris Kyle en a fait un livre où il explique notamment qu'il n'a aucun regret, absolument aucun regret sur toutes ces morts, et que s'il fallait recommencer, il recommencerait pareil. Et ce qu'on a reproché, ce qu'une partie de la critique et des spectateurs ont reproché à Clint Eastwood avec American Sniper, c'est d'avoir dressé un panégyrique de ce monsieur, de Chris Kyle, d'une part, donc d'avoir fait d'un assassin un héros. Et la deuxième chose, c'est aussi d'avoir été raciste, quoi, d'avoir montré une vision des Irakiens, du peuple irakien, comme juste d'une masse informe de terroristes qu'il fallait abattre coûte que coûte. Donc voilà, il y a le film a créé la polémique à cause de ça, d'héroïser Chris Kyle et d'être raciste et islamophobe. Bon, c'est assez aigu et violent quand même comme polémique, et ça a vraiment partitionné les critiques à l'époque de la sortie du film, et en général ça les a partitionnés en fonction de leur appartenance idéologique. C'est vrai que il ne faut pas trop faire de généralité absolue, parce qu'évidemment, comme toujours avec Eastwood, les choses sont beaucoup plus compliquées, complexes et nuancées. Mais en général, les gens qui étaient républicains ont pris la défense du film, et les artistes et les critiques démocrates de gauche ont hurlé au scandale. Voilà. Alors que souvent, en plus, c'était pas forcément pour les meilleurs arguments, non, et pour puis l'autre. Non, et puis vraiment, alors on va certainement y revenir. Clint Eastwood, c'est vraiment, même si globalement on peut quand même le caser le ranger dans la case des républicains, il a toujours, voilà, de ce que je sais, hein, il a toujours publiquement expliqué qu'il avait voté pour Eisenhower, il avait voté pour Nixon, il a soutenu Reagan. C'est un républicain convaincu. Voilà, mais au sein de cette étiquette-là, il y a beaucoup plus de nuances concernant son personnage et son idéologie. Alors Marc, justement... Et ça se ressent dans American Sniper, qui n'est certainement pas que un film islamophobe et qui glorifie soi-disant un assassin. Non, d'autant plus que tout ça a été largement exagéré par le carton commercial du film, voilà, qui du coup a cartonné pour ces raisons. C'est ça qui est terrible. Et c'est le plus gros succès, tu l'as dit. Parce que la Warner n'a pas du tout Eastwood. anticipé d'ailleurs, parce que évidemment un film de Clint Eastwood ça peut marcher bien, mais c'est rarement un super carton quand même. Et là, en l'occurrence, le film a pulvérisé des scores, notamment, alors c'est ça qui est un petit peu malheureux, c'est notamment parce que les personnes y ont vu la mauvaise chose qu'il a cartonné. C'est-à-dire pour l'américain moyen, il a cartonné parce que eux voyaient en effet ce qu'ils voulaient voir, c'est-à-dire la divinisation de Chris Kyle. Ce que le film n'est jamais. Oui, puis c'est une forme de revanche post-11 septembre aussi. Tu vois, là encore, il y a un ressenti tellement collectif, tellement immense encore là-bas. Et bon, moi je vais faire simple. J'ai lu souvent films de propagande, blablabla. Moi j'ai une réponse extrêmement simple à ça. Souvent elle marche. Quel est le but d'un film de propagande? C'est qu'à la fin du film, vous ayez envie de vous engager dans l'armée. Tu prends le film de propagande américain classique, tu prends Sergeant York de Howard Hawks, à la fin, tu as envie de t'engager et d'aller casser des Allemands, quoi. Bon, est-ce que tu as envie de t'engager dans l'armée à la fin d'American Sniper, où les gens reviennent au pays soit traumatisés, et d'ailleurs, je pense pas que ce soit un spoil de le dire, mais Chris Kyle a quand même été assassiné par un des siens, par un Américain. Il n'est pas mort sur le terrain, il est mort aux États-Unis, tué par un vétéran. Donc soit ils reviennent traumatisés, soit ils reviennent dans des boîtes en métal ou amputés. Des boîtes en bois. Troisième option, soit ils reviennent dans des boîtes en métal avec un petit drapeau américain dessus. Et on en parlait avec Alexis. Quelle est la grande caractéristique du film de propagande, quelle que soit son appartenance, mais surtout américain? C'est l'iconisation de la bannière américaine. Les deux seuls drapeaux américains qu'on voit dans le film, c'est ceux qu'on remet proprement pliés aux veuves des soldats qui sont morts en Irak. Donc déjà, est-ce qu'on
peut parler d'un film qui est militariste, belliciste, etc. Sûrement pas, d'autant plus que Clint Eastwood a toujours marqué son aversion complète contre toutes les guerres menées par les États-Unis depuis la Corée. C'est-à-dire que là, on parle Corée, Vietnam, Golfe 1, Golfe 2, Afghanistan, etc. Et il avait d'ailleurs déjà fait, entre guillemets, son film sur l'Irak, avec Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, qui est ni plus ni moins un film qui te parle de l'Irak et de l'Afghanistan et de l'enlisement dans ces deux pays. Et tu vois, par exemple, alors ensuite, pour rebondir sur tout le côté islamophobe, je pense qu'en fait, c'est pas le sujet d'Eastwood. Eastwood ne fait pas vraiment un film sur l'Irak. Eastwood fait un film sur l'Amérique. C'est-à-dire que, alors, je pense qu'il fait quand même, entre guillemets, le minimum. Je pense pas que ce soit le point fort du film, etc. Mais je pense qu'il fait le minimum pour que son film ne soit pas spécialement islamophobe. Je pense que dans le film, tu as toutes les nuances de personnages irakiens. C'est-à-dire que tu as le cheikh lambda qui a sa famille, qui est victime qui est victime, ni plus ni moins victime. Alors j'avais lu quelque part, ouais, mais regardez, il demande de l'argent quand il veut des informations. Oui, bah, il a juste envie de sauver sa vie. Enfin, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain en même temps, tu vois. Voilà, il a envie de sauver sa vie, il fait rien de mal, et au contraire, il est prêt. Il lutte lui contre d'autres Irakiens qui sont moins bien intentionnés. Mais maintenant, je pense pas que l'image des Irakiens globale soit plus moche que l'image des Américains globale dans le film. Et moi, je m'en tiens juste au premier plan d'American Sniper, où c'est un char qui avance vers la caméra, qui est en train d'écraser des livres, des ruines, etc. par terre, et le premier plan te dit, ça c'est l'Amérique en Irak. C'est un tank qui écrase une culture. C'est un tank qui écrase une culture. Et le deuxième, ensuite, le reste de la séquence, c'est un sniper qui abat un enfant. Certes, qui avait une mine, mais ça n'en reste pas moins un sniper qui abat un enfant. Sylvain ? On peut peut-être rappeler aussi que le film, initialement, devait être réalisé par Steven Spielberg. Oui. Qui est loin d'être le républicain que l'on connaît. Donc c'est signe que le sujet lui-même était prêt à toucher au-delà des idéologies, au-delà du seul sens patriotique et autres. Donc c'est un film c'est une histoire qui est extrêmement plastique, ambiguë, et ce qu'a extrêmement bien traité Clint Eastwood dans American Sniper. Julien ? Puis faut jamais oublier que American Sniper, c'est un film de Clint Eastwood, donc il y a forcément quelque chose qui est biaisé d'avance dans la réception critique du film, ou parce il y a toujours quand il prend des sujets un peu polémiques qui flirtent entre les zones d'ombre et claires. La critique est toujours là pour foncer et apposer ses fantasmes, mais littéralement, ça, depuis l'inspecteur Harry, on connaît. Je veux dire, il faut pas oublier que Clint Eastwood a été traité de facho pendant des années et des années, et pas le terme facho comme on l'employait maintenant aujourd'hui, mais vraiment dans le sens haineux que c'était vraiment un fasciste. Et alors que quand ceux qui sont contre oublient toujours un peu une dominante encore du cinéma de Eastwood, c'est son humanité. C'est toujours placer l'humain avant l'idéologie. Et même si ces personnages sont pas tout beaux, tout irréprochables, il faut pas oublier qu'ils ont une mentalité qui fait qu'ils réagissent comme ça contre quelque chose, contre Chris Klein dans le film. C'est quelqu'un qui réagit en réaction en septembre, qui a cet esprit revanchard qui animait le sentiment américain à la sortie du drame. C'est pour ça qu'on a eu la guerre en Irak et tout le team. Et donc, il montre quelqu'un qui est un extrémiste en quelque sorte, mais qui lui ne se pense pas comme extrémiste. Et qui n'est pas né comme ça. Et qui n'est pas. Parce qu'avant, il voulait être cow-boy en plus. Et puis en plus, on oublie que dans le film, ce qui est très intéressant, c'est que on pourrait dire est-ce qu'il est un héros ? On n'arrête pas de lui jeter cette image du héros à la gueule, comme dans Mémoire d'un Ampère avec le personnage de. Bon, bien évidemment, j'ai perdu le nom de l'acteur. l'Indien. Adam. Bon. Le chef. Qui réfute parce qu'on n'arrête pas de lui dire tu es la légende, tu es une légende. Il y a quasiment il essaye d'en sortir pendant le film. Et on lui rappelle je suis pas une légende. Moi, je suis juste le mec qui fait son job. Et mon job, c'était de sauver mes frères d'armes. Et ça, c'est une autre vision de la guerre en France, on a énormément de mal à le voir. Ça veut dire ce côté antimilitariste, mais en même temps de valoriser l'armée, valoriser des valeurs militaires,
qui sont aussi celles qui de la dé- communauté. Oui, voilà, Ça bon. me fait vachement penser au dernier film au pluriel, au dernier film de Peter Berg. Du sang et des larmes. Du sang et des larmes et Deepwater. Et Deepwater, quelque part, il y a aussi cette thématique de la fraternité, des valeurs de fraternité très importantes et d'entraide au sein d'un corps professionnel. On a beaucoup reproché à Peter Berg dans Du sang et des larmes de faire l'apologie de l'armée, d'être un militariste jusqu'au bout des Rangers, alors que je pense que on est plus dans cette logique dont tu parles de célébrer en effet ce côté frère d'armes, jusqu'au sacrifice. Tout en montrant l'horreur de la guerre et oui, exactement, tout en montrant de manière plus subtile, sans la glorifier, quoi. De sans manière dire plus c'est génial. subtile qu'on y pense, parce que je vais juste terminer sur ça. Il y a une des intrigues du film, c'est il doit courir après un sniper qui est son équivalent irakien, qui est son miroir. Et quand est-ce que Chris Klein ne peut plus faire la guerre? C'est au moment où il abat son équivalent, donc qui son némésis, qui est lui. Donc en fait, il y a l'idée quand même que Chris Klein s'est tué lui-même. Oui, en fait. c'est une autodestruction. Donc que l'Amérique elle-même, en poursuivant cette guerre, se tire une balle dans le pied elle-même. Donc c'est quand on regarde le film, il n'y a pas. Quand on réfléchit au film, il n'y a pas vraiment matière à faire polémique. C'est vraiment le fantasme Clint Eastwood qui remonte depuis les années 70. Il y a vraiment une histoire tout autour de lui. Et attends, Sylvain, justement, moi, on va enchaîner justement à la deuxième partie du débat, justement, qui parle justement de ce qu'est le patriotisme, en tout cas dans le cinéma américain. Donc, on va continuer avec Clint Eastwood, mais avec justement d'autres réalisateurs américains, comme on a pu parler de Peter Berg. Il y a aussi un film de Michael Bay, 13 heures, qui jouait un petit peu là-dessus. Il y a aussi le Snowden d'Oliver Stone, qui est sorti également cette année, donc qui rabat encore cette question du patriotisme, parce que depuis donc l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le fait que Clint Eastwood se revendique en tant que républicain, chez nous, ça brouille un peu les pistes, puisqu'on fait pas forcément cette distinction. Tout de suite, les républicains sont considérés un petit peu comme des fascistes et à l'extrême droite, mais c'est quand même autre chose. Et justement, la question du patriotisme et de la figure du héros américain, ça traverse tout le cinéma de Clint Eastwood, et donc c'est l'occasion de revenir sur ça, à la fois sur Sully, American Sniper, et donc je te laisse la parole, Sylvain, un petit peu sur ce sujet-là. Vaste du héros et vaste sujet. Tu as 2 heures. Voilà, merci. Moins. Clac. Bon. Non, je voulais juste ajouter une toute petite chose concernant Vas-y, American Sniper et qui peut expliquer aussi la violence et des réactions. C'est que le film, c'est le premier film qui soit sorti, réalisé par Clint Eastwood, le premier film avec un discours justement sur le héros, sur le patriotisme, qui soit sorti après son engagement contre Obama, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, dans lequel il avait tourné ce fameux clip où il était face à une chaise vide. Et qui lui avait... Il était beau très reproché, ça. Exactement, et qui lui avait fait beaucoup de mal en termes d'image et tout. Et je pense que là, il y a eu aussi une espèce de règlement de compte de la part de la critique, en ne voulant voir que l'aspect républicain à tout prix, idéologique avant tout. Et ce qui fait que, donc, et là je rebondis sur le thème du débat, c'est que le patriotisme, mais que ce soit aux États-Unis comme en France, ça reste un sujet qui est à prendre avec énormément de pincettes. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on touche à ce sujet, en gros, on se retrouve avec des débats sans fin et entre quelle vision du patriotisme, quelle vision du national, enfin, est-ce qu'on a une vision nationaliste ou une vision patriotique du héros? Et Clint Eastwood, justement, de par son ambiguïté et de par les différentes prises de position qu'il a pu avoir, selon le contexte de sortie des films, le contexte de réception, et notamment en France, dans les années 70, où comme vous le rappeliez, il était considéré comme un fasciste, ces prises de position, elles émanaient avant tout des cahiers du cinéma qui étaient, eux, extrêmement engagés, donc à gauche, et très très à gauche, et du côté des maoïstes et tout. Donc à ce moment-là, effectivement, Clint Eastwood, le contexte ne se prêtait pas à une lecture, on va dire, calme, scientifique, cinématographique de ces films. Avec le temps, ça s'est quand même progressivement atténué. La vraie rupture pour lui, c'est quand même 1985, avec la présentation à Cannes de Pale Rider, qui a été une sorte de reconnaissance officielle, et je crois une rétrospective à la Cinémathèque qui a suivi, qui lui a permis de rentrer dans le camp des grands, ou en tout cas à une reconnaissance de réalisateur en tant que tel, et vu non pas seulement avec des lunettes idéologiques, mais des lunettes cinéphiliques.
Marc, justement sur le patriotisme à la fois chez Clint Eastwood et chez d'autres réalisateurs comme on a pu voir. Ben, c'est bien que justement tu fasses la nuance entre, enfin, tu parles des nuances qu'il y a entre le patriotisme entre guillemets, le patriotisme vertueux et le patriotisme moins glorieux qui du coup fait rentrer dans une sorte de sphère nationaliste glauque que on connaît en ce moment. Enfin, et c'est en ça où Clint Eastwood c'est un cinéaste passionnant et c'est un cinéaste qui était d'actualité dans les années 70 comme il l'est toujours là maintenant dans les années 2010 alors qu'en plus il a 86 ans. Par exemple, on a eu pas mal de films patriotiques qui sont sortis ces dernières années, qui sont très américains. Par exemple, tout à l'heure tu parlais de Spielberg pour American Sniper, donc Spielberg a fait Le Pont des Espions. Je pense être Le Pont des Espions un film extrêmement patriotique. C'est-à-dire que Le Pont des Espions célèbre qu'est-ce que c'est d'être un Américain. D'ailleurs, il y a une longue tirade de Tom Hanks qui est très belle sur qu'est-ce que c'est être un Américain. Et le film a quand même pas été écrit par des gens idiots, parce que c'est Ethan et Joel Cohen qui ont coécrit le film avec le scénariste qui a fait l'adaptation. Et bon, c'est pas vraiment des scénaristes qu'on peut penser être fous des valeurs conservatrices américaines. Et pourtant, ils font un film que j'estime, avec Spielberg, que j'estime très patriotique. Et pour moi, Eastwood est dans cette vision-là, autant que des cinéastes comme Capra autrefois l'ont été. C'est-à-dire qu'on célèbre des valeurs américaine, et je pense qu'être américaine, des valeurs idéales américaines qui sont universelles, qui sont très naïves, sûrement, sur l'équilibre parfait dans la communauté, le droit universel, la paix, ou etc. Et pour moi, être patriotique, et je pense que c'est ce que Clint Eastwood fait, et c'est aussi ce que Frank Capra a fait, et c'est aussi ce que Spielberg a fait, être patriotique, c'est aussi être très critique. Et pour moi, c'est ce qui traverse toute la filmographie de Clint Eastwood. J'aime tellement les États-Unis, qui sont quand même le pays qui m'a donné la chance, à moi, venu de nulle part dans un bled en Californie, fils d'une famille modeste, etc. Je célèbre les États-Unis et je critique ce qu'ils sont maintenant parce que justement, ils ne sont pas l'idéal qu'ils doivent être. Ils ont dévié quelque part, et ça s'est fait très tôt d'ailleurs dans sa filmographie. Dès José Wells, par exemple, il évoque la déviance de l'Amérique par rapport à son idéal, d'autant plus dans le cadre d'une guerre fratricide, parce que José Wells, c'est dans la guerre de sécession. Et ensuite, comment ça se termine José Wells? Ça se termine par la célébration de la communauté où on traverse tout, c'est-à-dire prises séparément, les minorités sont faibles, sont écrasées par le système, les femmes qui se font agresser dans José Wells, l'Amérindien qui perd son territoire, qui se fait exproprié. Et ensemble, dans le dernier acte, je vais pas raconter pour ceux qui n'ont pas vu José Wells, mais dans le dernier acte, ils triomphent. Pourquoi? Parce qu'ils font une communauté qui est équilibrée, où chacun doit compter sur l'autre, où chacun a besoin de l'autre, où l'Amérindien a besoin des femmes, où les femmes ont besoin de Clint Eastwood, mais où Clint Eastwood a besoin des deux, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est le vrai patriotisme que défend Eastwood. Julien? En fait, oui, on peut dire qu'il y a deux sortes de représentations du patriote dans le cinéma américain. C'est un peu il y a un peu le patriote qui est le bras armé de l'Amérique triomphante, conquérante, que j'appelle un peu America Fuck Yeah, qu'on voit dans Team Américain. En fait, c'est cette idée que l'Amérique doit passer avant tout le monde, qu'il faut la défendre coûte que coûte contre ses ennemis intérieurs, enfin plutôt extérieurs généralement, mais et qui n'a pas de recul sur l'idéal américain que défendent peut-être celui-là qui se bat contre le système quand le système dérape. Donc on en revient à Snowden d'Oliver Stone qui traite Snowden de manière même pas bipolaire, il le traite d'une manière unidimensionnelle comme un héros américain, et c'est là que je trouvais que c'était la force du film. C'était que on pourrait se dire il a pas de zone d'ombre, il a rien, mais c'est une figure tellement polémique aux États-Unis que de le montrer comme un héros, un patriote, mais vraiment en disant... Ce qu'il faut dire, c'est quand il se présente rapidement, très vite au début du film, il se dit « je suis républicain » et il est républicain convaincu. Qui est là dont la mission est de rappeler à l'Amérique vous êtes en train de déraper et on est en train de dévier de cet objectif d'idéal qui est presque lincolnien ou... en tout cas des grands-pères fondateurs. Lincoln qui était républicain, d'ailleurs. Oui, voilà. Et donc on revient au cinéma de Ford, on revient au cinéma de Capra, tout ça, qui fait que on a ces personnages qui sont finalement deviennent des anti-héros, mais qui finalement sont là un peu la voie de la sagesse contre un patriotisme
qui est plus musclé, comme on a pu voir dans les films de propagande pendant la Seconde Guerre mondiale, ou qu'on a vu pendant l'ère réganienne avec des films qui exacerbaient la fierté américaine, comme dans Rocky IV, Rambo 2, enfin tout ça. Ou c'est Invasion USA, enfin on va pas citer tous ces jeux. L'Aigle de fer. Ouais, L'Aigle de fer, tous ces joyeux nanars qui sont Firefox. Firefox qui est un des films qui est un des plus gros succès de Eastwood, je crois, en termes de box-office, et qui est vraiment pas son meilleur, je pense qu'il a pas très bien vieilli, mais voilà. Et donc Eastwood il a un peu touché un peu à tout ça dans ce côté. Dans les années 80, on fait un peu des films un peu patriotes, un peu dans l'ère réganienne, mais après on fait des films un peu plus mesurés, des films qui ont un peu plus de recul, qui réfléchissent un peu plus sur finalement les conséquences que peuvent avoir les différentes administrations politiques dans politique étrangère ou même de manière sociétale. Hein. Voilà. Donc on a tout ce point de vue-là autour du patriotisme chez Clint Eastwood, mais qui est Clint Eastwood? Quel est le film pour vous qui représente le mieux le personnage? Parce que c'est pas forcément le film que vous préférez de Clint Eastwood, évidemment vous pouvez en parler, mais pour vous, quel film qu'il a réalisé ou dans lequel il a joué qui représente plus le personnage pour vous, lequel se rapproche le plus de l'image que vous faites de Eastwood? Marc, par exemple, toi c'est José Welles, moi c'est José Welles, voilà, parce que c'est pas mon préféré. Mon préféré qui n'est plus ni moins L'Homme de haute plaine, mais c'est José Welles parce qu'il traverse tout ce que Eastwood fera plus tard sur la guerre, puisque ça commence comme un film de guerre, sur la vengeance parce qu'ensuite c'est un film de vengeance, donc sur le besoin de la communauté, on en a parlé, sur les différentes nations qu'il y a au sein des États-Unis, puisque en l'occurrence il parle par exemple de l'expropriation des Indiens, qui est le seul moment où il en parlera dans sa carrière, mais c'est un personnage secondaire, mais pour moi il a tout dit. Et aussi parce que voilà, c'est un film qui reconditionne la violence dans le sens où donc il y a beaucoup de morts dans José Welles. La fin c'est cette communauté qui se défend contre des hordes de pas gentils qui viennent mourir devant une maison qui est assiégée. Mais Clint Eastwood ne glorifie pas cette violence, c'est-à-dire que les gens qui en usent la font pour se défendre, mais il la glorifie pas, il ne fait pas de chaque mort une défense héroïque, etc. C'est un besoin qu'a l'Amérique, en l'occurrence, pour se construire, se défendre, mais dont elle n'est pas forcément fière, et dont Eastwood n'est pas forcément fier par rapport aux autres valeurs qu'il défend, qui sont juste des valeurs de transmission, de dialogue, de compréhension et de tolérance, qui est aussi, je pense, un truc très important. Pour toi, Philippe, ce serait... Oh les flingues, avec les Burt Reynolds. Non, je déconne. Je plaisante bien sûr. Il m'a convaincu presque sur José Welles, qui est un immense film, mais spontanément, j'aurais plus répondu Impitoyable. Voilà, parce que voilà... il y a aussi énormément c'est un film qui englobe aussi énormément de constantes thématiques eastwoodiennes. Je vais ressortir une image d'Épinal, mais le western crépusculaire, la violence, la vengeresse, une sorte d'enterrement presque masochiste, parce qu'il y a toutes ces scènes du début où on voit Eastwood patauger dans la boue avec les porcs qui l'élèvent. Enfin, il y a vraiment une sorte de mise à mal d'une image un peu iconique du western qu'il a pu représenter à un moment à la fin des années 60. Et puis une perfection formelle aussi, une épure et une perfection formelle que moi j'ai envie de retenir de son cinéma, que j'ai peut-être pas retrouvé dans José Welles, qui est encore qui pour moi est un peu un diamant brut, mais qui est un film extraordinaire. Donc voilà, pour moi ça serait vraiment Impitoyable. C'est un film somme pour moi, et ça reste encore à ce jour son meilleur film, et c'est le seul film qui lui a rapporté autant d'Oscars, il me semble. Il y a eu l'Oscar de meilleur film, western en plus. Et c'est son dernier western, tout à fait. Toi, Sylvain? Non, je ne peux que souscrire. C'est la synthèse. Et c'est vrai que j'ai une préférence aussi pour L'Homme des hautes plaines, sur son côté absolument fantasmatique, et comment à partir du western il réussit à en faire un film presque surnaturel.
Bon, avec le village repeint en rouge, le décor, enfin comment formellement il est allé très très loin, il a poussé le bouchon très très loin. Sinon, et de manière un peu plus secrète et de manière un peu plus... moi, il y a un film dans sa filmographie que j'aime beaucoup, c'est Minuit dans le jardin du bien et du mal, parce que c'est un film qui retravaille aussi tous les thèmes de Eastwood, mais vraiment en mineur, dans un genre absolument inédit qu'on n'a jamais revu depuis, une sorte de chronique, avec des acteurs absolument fabuleux, des personnages, des galeries de personnages. On est presque dans une série avec ce film-là sur des personnages à Savanay. C'est un film que je recommande, mais qui est vraiment très à part dans sa filmographie. Mais sinon, je suis entièrement d'accord avec vous sur les 3 westerns qui sont à la fois le genre le plus emblématique du cinéaste et les 3 qu'il a poussé vraiment à son meilleur. Toi, Julien? Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui parle, mais qui en parle, c'est Doudou Reding. Non, je plaisante. Non, c'est vrai que Impitoyable, ça reprend. On peut résumer un peu toute la carrière de Eastwood avec ce film, tant artistiquement que dans sa carrière en fait. Mais donc moi, je vais prendre un autre film en fait, plutôt 2 films qui pour moi résument un peu tout notre rapport un peu à Eastwood. C'est Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, qui est un peu le film qu'on attend, enfin le diptyque qu'on attendait de Eastwood. Et le diptyque qu'on n'attendait pas. C'est vraiment un film qui donne 2 points de vue déjà sur un même événement. Et on s'est dit que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il y avait eu Mémoire de nos pères, on se disait, bon bah voilà, on a vu le point de vue américain, on va revoir des événements qui se sont passés dans les lettres d'Iwo Jima. Et en fait, pas du tout, parce qu'il a resté une lecture très classique de son sujet en fait. Il y a pas c'est pas vraiment très postmodernisme comme approche d'un diptyque sur un même sujet. Et il en a fait un film. Il a fait un film japonais en fait dans la partie japonaise, La version japonaise, en récitant Mizoguchi, tout ça, et avec une sonalité qui est vraiment finalement on n'attendait pas après Mémoire de nos pères, qui est un film, une réflexion sur la propagande américaine, sur l'héroïsme américain, qui était un film très américain. Et là, il en a fait un film après très japonais. Et moi, c'est ça que je retiens de Eastwood, c'est un peu une anomalie, c'est un peu je fais ce que vous attendez et en même temps je fais ce que vous n'attendez pas. Je vais sur des terrains sur lesquels vous n'avez pas forcément envie que j'y aille et pourtant j'y vais. Et je fais le film avec toute l'humilité possible, sans vouloir faire un peu son kéké, je me la joue, tout ça, non. C'est juste développer les grands mythes des grands maîtres du cinéma de manière très solennelle et très posée, sans que et réussir d'être très classique, à la fois très classique et en même temps d'étonner, quoi, de surprendre. Voilà. Donc j'espère qu'on vous a éclairé un petit peu sur le personnage de Clint Eastwood. Donc si vous voulez poursuivre un petit peu cet univers, vous avez le dictionnaire Clint Eastwood d'Andrea Gruner qui est sorti aux éditions Vendémiaire. Nous avons également Mr. Everywhere de Pierre Rissian qui est chez Actes Sud. Vous avez aussi le dernier numéro de Rokirama, donc intitulé Clint Eastwood, la dernière légende. Et évidemment, vous avez les coffrets anthologie pour Noël avec soit 50 DVD, soit 50 Blu-ray au choix pour vous refaire toute la saga. Et maintenant, nous passons à la rubrique hors compétition. Pour cette rubrique hors compétition, je donne tout de suite la parole à Sylvain. On parlait justement de quelques livres sur Clint Eastwood et toi, justement, c'est ton coup de cœur pour cette émission. Ah oui, gros coup de cœur pour un livre qui s'appelle Mr. Everywhere, que tu viens d'évoquer à l'instant. C'est un livre d'entretien avec un monsieur qui est un monsieur absolument essentiel dans le cinéma, dans les 50 ans de la cinéphilie, qui s'appelle Pierre Rissian. C'est grâce à lui, entre autres, que Clint Eastwood est parvenu à la reconnaissance qu'on lui connaît aujourd'hui. Il l'a soutenu dès le début, il l'a soutenu dès le film Les Proies de Don Siegel, mais parce que il l'a sorti en France. Pierre Rissian, il faut savoir que c'est un bonhomme qui a 50 ans de passion de cinéma. Il a exercé tous les métiers. Il était animateur de ciné-club, attaché de presse, journaliste, distributeur, producteur, réalisateur. C'est un bonhomme qui a parcouru le monde entier, des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Asie et la Nouvelle-Zélande. C'est grâce à lui qu'on connaît Jane Campion. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de leçons de piano
par exemple. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de Jerry Schatzberg, jamais de Lino Brocca. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande pour tous les cinéphiles, parce que c'est vraiment de la passion à l'état brut, à l'état pur. Il raconte comment il en a fait un métier et comment il a réussi à convaincre à la fois d'autres distributeurs, d'autres producteurs d'être curieux. Il y a même une préface de Bertrand Tavernier, c'est pour dire... Exactement, et une préface de Clint Eastwood lui-même, donc ce qui est garant le summum. Voilà, le summum. Puis il y avait aussi donc, le dictionnaire Clint Eastwood. Alors oui, rajouter un mot dessus. Donc tu parlais, donc c'est le dictionnaire qui est paru là il y a quelques semaines. S'il ne dit rien de neuf sur le fond concernant l'œuvre, il a en tout cas l'immense mérite d'être sous un format abécédaire. Donc vous avez aussi bien les films que les thématiques, que les acteurs. C'est absolument passionnant. C'est un livre de plus à mettre dans la bibliographie Clint Eastwood qui est déjà assez large. Hein. Enfin bon, on a tous en tête ou le livre de Patrick Brion ou le livre de Richard Schickel, mais ça c'est vraiment une pièce très importante à avoir. Donc voilà, dictionnaire de Clint Eastwood, donc de Andrea Gruner chez Vendémiaire et Mr Everywhere, donc de Pierre Rissian chez Actes Sud. Moi je me tourne vers toi maintenant Julien, puisque là c'est plutôt cinéma et même une ressortie. Ouais, une ressortie d'un classique de l'animation. De l'animation, donc Le Géant de Fer de Brad Bird, qui est pas juste une ressortie comme on peut aujourd'hui en assister plein. C'est bon, déjà c'est bien que le film ressorte parce que c'est un film qui a pas eu sa chance en fait à l'époque, qui est passé complètement inaperçu sous les radars de la critique et du public, et qui a construit son culte au fur et à mesure à l'ancienne, en étant redécouvert par le public qui ne lui était pas prédestiné, donc un public un peu geek, un peu adulte, alors que Warner a toujours essayé de vendre le film pour les gamins. Et donc, vu le culte grandissant du film, Warner s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire aujourd'hui. Et donc, en fait, elle a proposé à Brad Bird de compléter le film dans ce qu'on appelle maintenant une édition signature, voilà, qui est une version longue Director's Cut. Chacun choisira ce qu'il veut. En fait, c'est que le film, Brad Bird a pu faire le film qu'il voulait totalement, sans contrepartie, puisque Warner n'en avait rien à faire à l'époque. Ils étaient en train de fermer leur département animation suite à l'échec du film Excalibur, je crois que ça s'appelait. Oui. Et donc ils avaient complètement raté leur lancée dans le cinéma d'animation à grande échelle à la Disney, vous voyez. Et donc ils ont laissé carte blanche à Brad Bird pour faire le film. S'il le faisait avec un budget et 2 fois moindre qu'un Disney lambda de l'époque, et avec 3 fois moins de temps. Voilà. Ou enfin bon, en tout cas, avec pas le temps nécessaire de finir. Ce qui fait qu'il y a 2 séquences qui ont dû sauter dès l'étape du storyboard, puisqu'ils n'avaient pas le budget. Et donc, on lui a donné l'occasion en 2015 de boucler ces 2 séquences et de les intégrer au métrage. Donc là on parle de 2 minutes de métrage, c'est pas énorme, donc le film n'est pas transfiguré, hein, c'est toujours le même film. Donc ceux qui adorent adoreront toujours, ceux qui n'aiment pas devraient réviser leur classique. Mais parce que c'est un film précurseur, parce que après il a tourné Tomorrowland. C'est un film précurseur parce qu'il annonce déjà plein de trucs dans la carrière de Brad Bird. Ne serait-ce qu'il y a un clin d'œil à Tomorrowland dans le film. Brad Bird va faire Tomorrowland. Le film se passe dans les années 50, avec un style un peu pop. Brad Bird va faire un film de super-héros très pop et à l'esthétique très années 50-60, très James Bondienne. Et donc on cite Superman dans Le Géant de Fer. Brad Bird a repris le projet du Géant de Fer. À l'époque, il devait être une comédie musicale à la Disney, pareil. Il a repris le projet, il l'a complètement transformé de fond en comble. Brad Bird est revenu sur Ratatouille pour sauver les meubles d'un projet qui prenait l'eau de toutes parts. Donc il y a déjà tout Brad Bird dans ce film. Et donc c'est l'occasion de le redécouvrir, de lui redonner sa chance en salle. Par exemple, moi je n'ai pas été le voir en salle, j'avais été voir le Disney à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui j'ai réparé mon erreur. Narrativement, ça n'apporte pas énormément plus d'éléments que ce qu'on apprenait dans le film. Mais voilà, maintenant aujourd'hui on a Le Géant de Fer tel qu'il aurait dû être présenté en 1999.
Et donc voilà. Ça le détourne. Donc Géant de fer donc de Brad Bird en édition signature ressort le 7 décembre Voilà, en c'est- salle dans les salles françaises. Et toi Philippe, donc tu vas parler d'un film qui devait Très vite. sortir le 30 novembre, Voilà. mais finalement il a été repoussé pour le 25 janvier et c'est La La Land de Damien Chazelle. Oui, Pas juste. je l'ai vu en projection de presse là, bon, je suis pas très original parce que le film a déjà d'excellents échos et moi je les confirme. Enfin, personnellement, j'ai été vraiment très touché par ce film qui confirme l'incroyable virtuosité visuelle de Damien Chazelle. C'est vraiment étonnant, quoi. Qui avait réalisé Whiplash. Voilà, exactement. Et bon, là, on est évidemment dans un mode beaucoup plus lumineux, solaire. Il embrasse complètement tous les poncifs, mais en vraiment les sublimant de la comédie classique américaine, de la comédie musicale classique américaine. Et il y a un côté un peu mécanique peut-être du film qui peut refroidir pendant une bonne partie du film, tout en prenant un énorme plaisir à le voir. Et il y a un dernier virage qui, moi, m'a complètement cueilli, que j'avais pas vu venir et qui m'a laissé comme une petite midinette avec mon petit Kleenex, machin. Enfin bon, je trouve que le film réussit le pari, un peu in extremis certes, mais il le réussit quand même, le pari de l'émotion, tout en nous en mettant vraiment plein la vue. Et c'est extrêmement réjouissant pendant, je sais plus combien de temps il dure, 2 heures, quoi. Voilà. Très beau film, très beau film, je le recommande. Et Emma Stone, comme a dit mon confrère Chris Narbonne de Première, si elle n'a pas l'Oscar pour ce rôle, c'est vraiment à se poser des questions parce qu'elle est extraordinaire. Voilà, donc La La Land, donc qui sortira le 25 janvier 2017 en France. En dernier conseil, Marc, là c'est même plus un coup de cœur qu'un conseil, c'est le Napoléon. Voilà. Carrément d'Abel donc, Gance. Il faut que Napoléon d'Abel Gance, il faut que je passe 2 minutes sur un film de 5h30. Donc le Napoléon d'Abel Gance, pourquoi on en parle maintenant? C'est parce que le BFI vient de ressortir sa version restaurée, nouvellement restaurée par Kevin Brownlow avec une extension de la composition de Carl Davis. Napoléon, c'est quoi en 2 mots? Film français d'Abel Gance de 1927 qui suit la première partie de la vie de Napoléon, donc de 1782 à 1796. Donc on s'arrête à la campagne d'Italie. C'est un film qui est d'une modernité incroyable, qui est probablement ce que la France a fait de plus exhaustif, de plus démentiel de toute l'histoire de sa filmographie, de son histoire cinématographique, à tel point que le film préfigure le cinémascope, le cinéma, tout ce qui a été fait en format large. Le film est très connu pour son dernier triptyque final où il y a 3 écrans qui dévoilent la grande armée napoléonienne, etc. Donc voilà, autant profiter de cette version restaurée, donc que vous trouverez en import, ça s'importe assez facilement sur Amazon, etc. depuis l'Angleterre. C'est en 2K, l'image est assez belle, il faut l'avouer. Et donc voyez-le, c'est un immense film français et je ne veux pas trop en dire parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus, mais si vous êtes curieux, j'ai écrit une critique sur Filmosphère, on mettra le lien dans la description de la vidéo, donc référez-y-vous si. Non, j'arrive pas, c'est pas grave. Tu n'y arriveras et pas. n'ayez pas peur si ça dure 5h30 parce que ça passe, voilà. Voilà, bah merci de nous avoir écoutés. Donc je remercie donc Julien qui vient de cinématiser Screenmania d'avoir participé. Merci à toi. Merci Sylvain. On te retrouve sur Ciné-Bloggywood et Noto, la revue Absolument. Noto. Merci. Philippe Dieu suprême. Oui. Sur donc cofondateur de Daily Mars et Le Point Pop. Voilà. Et de temps en temps sur JQ, je crois aussi. Absolument. Toujours très bien. Voilà. Puis Dieu suprême. merci aussi à Jean-Victor qui a officié en tant que caméraman encore sur cette émission. Il était Et brillant. Voilà. Brillant. Mais même luisant, tu vois. Voilà. Enfin, on n'a pas encore vu les rushs, hein, donc. Cette Et peau un peu étrange. Et évidemment, un grand merci au Fauvette et à son équipe de nous avoir chaleureusement accueillis. Merci à toi. Je vais m'en remercier moi-même. Merci à vous d'avoir Merci participé. Alexis. Merci Alexis. Donc évidemment, abonnez-vous sur YouTube, écoutez-nous sur Mixcloud, aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Twitter, notez-nous sur Sens Critique et évidemment rendez-vous sur notre site festivaldesbonsfilms.com tout attaché. La prochaine émission sera consacrée à la science-fiction et à l'impressionnant Premier Contact de Denis Villeneuve. Donc rendez-vous mi-décembre à peu près pour retrouver notre prochaine émission. Allez voir des films au cinéma, c'est bien, mais en voir des bons, c'est mieux. Au revoir et à rendez-vous à la prochaine émission ou au podcast. Slogan magnifique. Au revoir. Au revoir.